elle a fait une partie 15 jours en plateau, et comme ça, il s'est dit qu'on lui a fait un prix, elle a pris pour un mois. Jonathan, ça fait un an que c'est pas du mois. Depuis la campagne. Non, depuis qu'il y a des élections. Encore un peu. Je sais que l'année prochaine, il y a aussi des élections. Je donne des coups dans l'année prochaine aussi. Les conseillers des Français de l'étranger. Merci d'être venu à cette soirée. Je voulais tout d'abord vous remercier particulièrement. On remerciera tout à l'heure le Ravamar qui a fait en sorte que nous puissions faire la réunion dans cette synagogue. Nous parlerons de lui tout à l'heure, il viendra à 9h30, il était pris jusqu'à cette heure-là. Ceux qui me connaissent et qui m'ont suivi la nuit dernière, dans mon soutien à Philippe Karsenty, propulsé à la première place en Israël avec 1504 voix, il avait obtenu ce score grâce à sa façon de dire la vérité. Cette année, mon choix s'est porté sur Jonathan Simon Selem, qui s'investit totalement dans cette campagne en apportant sans cesse des éléments nouveaux. De nombreux autres candidats font du copier-coller, mais ne proposent rien. Leur programme est identique, alors pourquoi 20 candidats qui ne recueilleront pour certains que les voix de leurs amis proches? Jonathan crie la vérité depuis des années sur JSS News. C'est pour cette raison que je me suis engagé à ses côtés. Ceux qui me lisent dans les francophones d'Israël savent que ma devise est dans la colonne de droite de mon blog, juste en dessous de ma photo. Elle tient en 3 mots. Premièrement, la vérité. Deuxièmement, la vérité. Troisièmement, la vérité. Autrement dit, il y a 3 vérités. Pourquoi Jonathan est-il autant attaqué par les autres candidats et surtout par les médias qui ont agressé d'une manière ignoble sa première suppléante ici présente, au point de l'empêcher de travailler? Alex Jordanov, journaliste suppléant choisi ensuite, suite au retrait de Véronique, a tenu 48 heures. C'est ce qu'on appelle de la démocratie. Sous les coups de boutoir de ses confrères, il a été empêché de travailler, il a dû abandonner lui aussi. Si Jonathan est autant attaqué, c'est qu'il fait peur, car il peut gagner et déranger l'intelligentsia. Nous avons la chance d'avoir qui travaillent dans le même sens que nous, des gens rares, mais qui disent la vérité. Et vous savez qu'il suffit de dire une fois la vérité et de la répéter une autre fois. Et au 3e fois, peut-être qu'on aura une 2e voix qui se lèvera. Rappelez-vous, pour Hanouka, c'est la nuit noire, on allume une petite lumière. On y voit très très peu. Le lendemain, 2 lumières. Le lendemain, 3 lumières. Au bout d'une semaine, c'est le grand jour. Eh bien, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Véronique Geneste, qui est la première lumière qui nous a permis d'émerger de ce monde. Bon, alors je vais essayer d'être meilleure que la dernière fois chez Ruquier. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, effectivement, je suis venue ici parce que, alors, j'ai abandonné effectivement l'idée d'être suppléante pour plusieurs raisons, mais pas l'idée de continuer à soutenir Jonathan, parce que j'adhère toujours à sa candidature et je pense que c'est l'homme qu'il faut pour qu'effectivement la vérité se fasse, la vérité se dise et que votre voix soit transportée en France. Alors,
je sais et j'imagine bien que, étant revenu vivre en Israël, vous êtes un peu loin de la France et que si vous l'avez quitté, c'est peut-être parce que vous y étiez pas si bien. Et c'est vrai qu'en France, je comprends, en ce moment, je trouve que vous n'y seriez pas si bien. Voilà. Sauf que c'est pas parce qu'on part de quelque part qu'il ne faut pas continuer à se battre, je pense, parce que d'autres gens ont besoin de vous là-bas. D'autres gens qui n'ont pas fait leur alia, qui ne la feront peut-être pas tout de suite. Et moi, je pense que ce qu'il faut faire surtout, c'est se mobiliser. Parce que comme il disait, une petite lumière va s'allumer, puis une autre, il ne faut jamais perdre l'espoir. Et c'est vrai qu'un poste de député, c'est amener une voix qui va vous défendre, d'abord pour tout ce que vous avez acquis là-bas, parce que vous avez travaillé pendant certainement des années et des années et des années, donc vous avez acquis des droits. Il n'y a pas de raison que vous abandonniez ces droits. Et je sais que souvent, ils vont être mis à mal, qu'ils ont l'intention de les mettre à mal. Donc, il faut vraiment vous défendre à ce niveau-là. Et puis, il y a la francophonie, qui est quand même... La langue française étant une très belle langue. Et le fait qu'Israël ne soit pas dans la francophonie, je trouve ça très dommage. Et moi, c'était les choses sur lesquelles j'avais envie de me battre vraiment. Voilà. Mais je pense que c'est surtout aussi Jonathan qui voulait se battre pour ça. Donc, de toute façon, il continuera et il le fera. Et moi, s'il faut l'aider, je l'aiderai. Je serai missionnée s'il faut et je vous aiderai. Simplement, effectivement, le vrai problème qui se pose, c'est que vous êtes peut-être un petit peu démobilisé par rapport, enfin pas vous puisque vous êtes là, mais en tous les cas, les gens qui vous entourent sont un peu démobilisés par rapport à l'idée qu'on peut se faire de à quoi ça sert finalement d'aller voter pour qui, pourquoi, voilà. Et c'est vrai que cette démobilisation ouvre la porte à des gens qui, eux, n'ont pas forcément l'intention de vous défendre, comme pourrait vous défendre Jonathan sur beaucoup de choses. Donc je pense que ce qui est le plus important finalement dans cette campagne, c'est même pas de savoir, parce que vous le savez, les lignes de Jonathan sur ce qu'il veut faire. Je veux dire, le plus important, c'est de forcer tous ceux qui sont autour de vous à aller voter. Il y a des votes par Internet, il y a des votes, c'est rien, c'est se déplacer, aller mettre son bulletin dans l'urne et faire qu'en fait votre voix soit entendue, parce que votre voix qui sera entendue en France, ça sera aussi une voix pour ceux qui viendront derrière vous. Il n'y a pas de raison, je veux dire, que tous les autres immigrants ou disons personnes qui vont vivre ailleurs aient des droits et que vous n'ayez pas les mêmes. Voilà, donc c'est très important. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Au niveau, je dirais, de l'élection. Maintenant, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez que je vous explique pourquoi j'ai arrêté, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui m'est arrivé. Je vais un petit peu vous raconter, voilà. Donc, Jonathan est venu me trouver, moi j'étais venue en Israël, je pense effectivement quand on est venu une fois, on ne peut pas ne pas être conquis, d'ailleurs, vous en êtes la preuve, parce que vous êtes restés, vous êtes là. Moi-même, des fois, je me dis, on serait peut-être pas si mal, là, pourtant je ne suis pas juive, vous voyez, hein, je veux dire, mon mari, il l'aime, et lui, il voudrait vivre en Judée-Samarie, moi franchement, je préfère rester la vie, hein, enfin, mais on n'est pas obligé de vivre ensemble non plus, hein, je veux dire, il y a de beaux hommes, hein, ici, hein. Voilà, tiens-toi pour dire. Et c'est que ma femme voulait sortir, donc voilà. En fait, quand on vit en Israël, c'est sûr que on se rend compte à la seconde où on y entre, d'abord qu'il n'y a pas le danger, qu'on dit que le danger, on ne ressent pas le danger qu'on nous raconte quand on est ailleurs. C'est-à-dire on ne se sent pas en danger, on ne sent pas des gens malheureux d'être là, on sent des gens au contraire. Et c'est ce que j'avais retiré de ma première visite. C'était cet espoir et cette joie qui émanent des gens, peut-être justement parce que quand on vit comme ça dans des pays qui doivent se battre, eh bien ça pousse un peu finalement à vivre. Ça pousse à vivre et je trouve que c'est un beau sentiment. Donc c'est un pays qui bouge, on sent vraiment un pays qui va de l'avant et qui bouge. Et c'est très 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 étonnant et je mourrais d'envie que la France ressemble un peu à ce pays. Bon, voilà, ça c'est pour la première fois que je suis venue. Et donc je suis rentrée et j'avais rencontré Jonathan, nous avions beaucoup sympathisé, on s'était vu pour parler genre 1 heure, on ne s'était pas quitté, je suis assez bavarde. Et donc quand il est venu, tout naturellement, on a continué à se parler, et quand il est venu me demander si j'avais envie, parce qu'on avait parlé beaucoup de politique, et que je suis très intéressée par la politique, même si je ne suis pas une politologue avertie, j'aime ça, et je m'y intéresse, disons. Quand il m'a demandé suppléante, est-ce que tu veux être suppléante, je me suis dit,
j'ai dit, écoute, laisse-moi réfléchir quand même. Et j'ai posé des questions. Je lui ai dit, mais est-ce que étant suppléante, c'est pas vraiment un poste suppléance. C'est un poste dans le sens où on est là pour, au cas où Jonathan meurt, ce qu'on ne lui souhaite pas, hein, ou au cas où il devient ministre, ce qu'on lui souhaite, hein, mais ce qu'on lui souhaite, au contraire. Et puis, mais on n'est pas appelé à des choses très très importantes tout de suite, si ce n'est être missionné pour des choses qu'on aura choisi de faire. Et moi, donc, la francophonie, l'éducation m'intéressait. Et puis, m'occuper aussi des retraites des gens, enfin, des gens d'une façon tout à fait particulière. Et donc, je me suis dit, bon, ben, ça ne m'empêchera pas de faire mon métier. Je lui ai demandé, il m'avait dit non, on avait regardé, effectivement, rien ne m'empêchait de rien. Et je me suis dit, si demain, il se passait quelque chose de vraiment important, que je sois obligée d'aller voter à l'Assemblée nationale parce qu'il n'est plus là, ce qui vraiment n'est pas le cas, même s'il est absent 6 mois, je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait des deux conditions que je vous dise. Donc je me dis, ben, je me renseignerai, je ne suis quand même pas con, je saurais, je me dirais, cette loi-là, oui, cette loi-là, non, je suis capable de dire j'aime ou j'aime pas, quoi, voilà, et de voter pour quelque chose. Donc voilà, donc j'ai dit oui. Et à partir de là, j'ai dit oui, et ça s'est un petit peu précipité, parce que les journaux, les médias, je dirais, en France, sont très, très, très friands de buzz, il faut faire le buzz à tout prix, il faut la nouveauté, je veux dire, quitte à pas à dire des conneries d'ailleurs, et ils en disent beaucoup. Et donc, ça s'est enflammé en 2 secondes parce qu'il y a quelqu'un qui a dit elle va être suppléante. Alors, et que j'ai dit oui, bah oui, je projette d'être suppléante. Et moi, pas méfiante, parce que je suis quelqu'un de très sincère, très honnête, et que je ne suis pas du tout méfiante, peut-être est-ce là mes limites d'ailleurs, et c'est peut-être la limite est un peu con de ne pas être assez méfiante à l'âge que j'ai. Mais disons que j'ai confiance en l'homme, j'ai une sorte j'ai toujours eu confiance dans les gens, je m'en suis jamais vraiment méfiée. C'est un peu mon défaut, on dira. Ouais, je vais parler comme ça. Allô? Et donc, si je suis trop longue, hein, vous me le dites, hein, je raccourcis. Hein. J'étais trop longue, je suis trop longue. Non, pas du tout. Alors, je parle vite, hein, vous avez vu. Et donc, vite. Et donc, qu'est-ce que je disais alors? Vous avez suivi La dame de la Boca. Oui, donc j'ai décidé de faire. Ils se sont jetés sur moi, j'ai commencé à répondre à des questions, et là, on voulait me mettre dans un rôle qui n'était pas forcément le rôle que j'avais choisi. C'est-à-dire, on m'a dit, mais non, suppléance, c'est politique, c'est de la politique, vous avez un rôle politique, on a voulu absolument m'enfermer dans ce rôle. Et moi, j'ai essayé un peu de m'en défendre. Donc, Jonathan est arrivé, on a parlé de la campagne, on a parlé des choses. Je savais à peu près où il voulait aller. On a fait une conférence de presse qui s'est merveilleusement bien passée. Et je ne me suis pas méfiée, mais Ruquier m'a appelé pour faire son émission. Et je l'avais déjà fait pas mal de fois avec Poligny et Pulvar pour des émissions, pour des promotions. Et ça s'était toujours extrêmement bien passé. Moi, je m'entends bien avec Laurent, je veux dire, c'est pas un ennemi, même si on n'a pas les mêmes idées politiques. Donc voilà, j'y suis allée sans me méfier. Et au départ, j'ai dit, mais si tu veux interviewer quelqu'un, il vaut mieux plutôt interviewer Jonathan, parce que moi, la politique, c'est pas vraiment, je ne saurais pas vraiment quoi te dire exactement. C'est mieux que mais non, tu n'es pas l'invité politique, m'a-t-il dit. Tu n'es pas l'invité politique. L'invité politique, c'est, je me rappelle plus qui c'était d'ailleurs, une ministre, ouais, Bateau, qui s'en est pas mal tiré d'ailleurs. Bon, Bateau, pas si bien, c'est pas si bas. Et donc, j'y suis allée sans rien préparer parce qu'il m'avait dit, non, la seule chose qu'on va te demander, c'est pourquoi tu t'engages? Quel est ton engagement? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'était exactement ce dont j'avais envie de parler. J'avais envie de parler du fait que j'avais envie de me consacrer aux gens et tout ce que je vous ai raconté préalablement. Donc j'y suis allée vraiment sans me méfier. Et puis quand je suis arrivée à l'émission, alors qu'en plus je devais faire aussi l'émission On ne demande qu'à en rire, hein, et je devais enregistrer donc le lundi et le mardi pour une semaine entière de diffusion. Et j'étais très contente, j'adore cette émission. Ça fait un moment qu'on me la proposait et que je n'avais pas forcément accepté. Et là je me dis tiens, on va la faire. Et donc j'arrive à l'émission de Ruquier, il est 19h. Et là, d'habitude, Catherine Barma, qui est la productrice de l'émission et qui est quelqu'un avec qui j'ai vraiment des rapports, elle me saute dans les bras, on s'embrasse, on se parle, j'ai tourné avec son mari, enfin, on se connaît bien, quoi. Je la vois dans le couloir et elle passe. Je ne me suis pas méfiée, encore une fois, en me disant, mais tiens, elle ne m'a pas vue, elle passe, on se verra tout à l'heure. Et puis, tout à coup, il y a Laurent qui passe dans le couloir et qui me fait, ah, dis donc, t'aimes ça recevoir des coups, hein? Je lui dis, mais pourquoi recevoir des coups?
ne va pas pour s'en des coups, on va papoter, etc. Avec quand même ton engagement politique, Et j'arrive donc sur le plateau, et j'avais même demandé à être montée parce que je m'étais levée à 6h du matin, on avait fait 2 très très grosses journées, j'étais très fatiguée. Donc l'émission commence extrêmement tard, l'enregistrement. On fait venir à 19h, on commençait pas à enregistrer avant 22h, 22h30 même. Enfin, l'heure où ça commence d'ailleurs, parce que c'est en direct. Et c'est pas en direct, mais c'est dans les conditions du direct. Et donc, moi j'avais dit, comme je savais que je passais dans les dernières, j'avais demandé à être remontée de 2 personnes. Ils m'avaient remonté d'une, mais moi j'ai failli m'endormir sur le plateau en ce temps. Enfin, bon. Et en fait, je fais des conneries. Là, d'accord. Et en fait, voilà, bon, j'étais sur l'émission, vous l'avez vu, vous l'avez tous vu, j'ai été très, très surprise, j'ai été très, très agressée, je me suis sentie très agressée parce que d'un coup, je ne comprenais pas où il voulait en venir. Enfin si, j'ai très bien compris. Il voulait, en fait, il m'a fait venir, et l'autre, Kéron, là, Caron, le gros con, j'ai envie de l'appeler, tout simplement, excusez-moi. Hein? Je retire gros. Et donc, avec une agressivité, a commencé à vouloir, en fait, son seul but était de prouver que Jonathan était facho. Voilà, c'était son seul but. Et comme j'avais fait des déclarations en disant, qui ont été aussi, comme d'habitude en France, sortis de leur contexte avec des chapeaux qui ne sont pas les bonnes choses, puisque ce que j'avais exprimé, moi, personnellement, si les gens prennent juste le temps de regarder l'émission, c'est que si un terme est pris dans le sens de peur, c'est-à-dire phobie est pris dans le sens de peur, alors oui, peut-être que je suis islamophobe. Mais c'était bien quelque chose mis dans une sorte de je veux dire, le français est une langue assez raffinée, et les choses mises dans un sens ont un sens, quoi. Ce qu'ils ont sorti complètement de leur sens, c'est en titrant « Elle est islamophobe ». Effectivement, pour moi, ça n'a pas la même consonance, et ça ne veut pas dire la même chose. Bon. Et là, tout à coup, je me suis retrouvée face à Caron, qui a fait des chapeaux de choses que j'aurais dites. Mais, en fait, tous ces chapeaux étaient faux. Et moi, comme je suis quelqu'un de sincère et que je sais exactement ce que j'ai pu dire, parce que je ne peux pas me recouper, parce que comme c'est profondément ce que je pense, ce que je dis. Donc, quand on me fait dire quelque chose qui n'est pas ce que j'ai dit, je le sais tout de suite, puisque ce n'est pas possible que j'ai dit ça. Donc quand on me fait dire les musulmans sont les gens sont les plus grands massacreurs de tous les temps, c'est forcément quelque chose que je n'ai pas pu dire parce que je ne parle jamais des musulmans, parce que je ne mélange pas les musulmans et l'islamisme. Parce que moi je connais des tonnes de musulmans qui ont une foi musulmane mais qui ne pratiquent pas l'islam, qui ne pratiquent pas leur religion comme quelque chose, une doctrine politique. C'est une foi personnelle et ils respectent les lois françaises et ils n'ont pas envie d'avoir des lois islamiques. Pour moi, c'est des choses très différentes et je fais très bien la différence. Et je connais très bien la différence. Donc je ne peux pas avoir dit ça. J'aurais pu dire l'islam, et c'est ce que j'ai dit, l'islam aime bien paraître des livres d'histoire des événements, et on en a la preuve. Je peux très bien dire que l'islam a massacré des gens et l'a un petit peu fait oublier. Je peux dire... Hein? Oui, non, mais on parle de l'islam, je peux dire les chrétiens, mais c'était justement, donc en réponse, bon, ce que j'avais dit moi dans la presse, c'est en réponse au fait, on dit que les chrétiens sont les plus grands massacreurs, etc. J'avais dit, mais il n'y a pas que les chrétiens. Donc j'avais répondu. Et en fait, il me faisait des chapeaux et des entêtes de choses que je n'avais pas dit. Et surtout, il me faisait répondre à des choses que Jonathan aurait dites. Et le seul qui pouvait répondre à ces choses-là, c'était Jonathan. Et plusieurs fois, je lui ai dit, mais demande à Jonathan, il est là. Sauf qu'ils n'ont pas laissé Jonathan entrer sur le plateau. Parce que ce que vous voyez, c'est une image de Jonathan. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Jonathan est en haut d'un escalier derrière une palissade, et que là, il y a 2 gros mecs qui vont de toute façon pas le laisser descendre. On ne laisse descendre, heureusement, et il y en a partout des mecs comme ça. Vous imaginez quelqu'un qui arrive sur le plateau, qui surgit? C'est impossible. Donc moi déjà j'avais demandé à ce qu'il soit là, ils n'ont pas voulu. Il est venu, il m'a accompagné, mais ils n'ont pas voulu qu'il vienne. Et moi j'aurais adoré que lui vienne s'exprimer et se défendre. Mais je pouvais pas... Mais non, il fallait venir parce qu'on m'a menti, on m'a dit... Oui, mais moi, je ne pouvais pas imaginer que c'était piégeux parce que j'ai des rapports avec Ruquier qui sont des rapports excellents et je ne pensais pas qu'il pouvait avoir cette envie de me descendre parce que je ne pensais pas que je pouvais faire peur à ce point-là. Parce que je venais en toute bonne foi pour dire des choses
sans aucune haine et sans aucune... voilà. Simplement, effectivement, je ne suis pas pro-palestinienne et qu'il est bon ton d'être de gauche, dans mon métier, d'être de gauche, enfin de se dire de gauche, parce que je peux vous garantir une seule chose, c'est qu'entre tous les gens qui se disent de gauche dans mon métier et ceux qui le sont vraiment, il y a vraiment un monde, mais un monde de 70%, un abîme exactement. Les gens ne sont pas de gauche dans mon métier, vous pouvez voir, ils se disent de gauche, parce qu'il faut être de gauche. D'abord. Et puis, ils se disent pro-palestiniens, mais ils ne le sont pas non plus. Ils ne sont pas du tout palestiniens. Et ils sont absolument islamophobes, la plupart. Ils ont exactement, et d'ailleurs, tous les messages que j'ai reçus, moi, « Oh ma chérie, quel courage, bravo, fais attention à toi », ils pètent de trouille. Ils pètent de trouille en permanence. Ils pètent de trouille pour leur boulot, ils pètent de trouille pour leur vie, ou pour leur famille, ils pètent de trouille. Voilà. Moi, je pense que c'est pas en pétant de trouille qu'on va faire avancer le monde. Voilà. Parce qu'il y a un moment, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, il est hors de question de laisser s'installer une sorte de dictature de national-socialisme qui vous empêche d'avoir des pensées qui deviennent nauséabondes parce que c'est pas les pensées de la doxa. Voilà. Alors, stop. Moi, je dis stop à ça. Et je ne suis pas fasciste, je ne suis pas d'extrême droite. Je suis capable, n'ayant pas vraiment de parti, de reconnaître que Valls fait des choses très bien ou qu'un tel peut faire des choses très bien, même Payon à un certain moment sur des choses. Je suis tout à fait capable de reconnaître que des choses sont bien, et puis je suis capable de reconnaître ou de dire que des choses ne me plaisent pas. C'est-à-dire, et ça devrait être autorisé. Or, aujourd'hui, on est dans un monde où ça devient de moins en moins permis et où la parole est totalement confisquée. Et ça, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, on a besoin de gens comme vous. On a besoin que les gens se lèvent, aillent voter, parce que la parole doit être dite, parce qu'on ne doit pas laisser la place à des gens qui vont mentir, faire de la propagande pro-palestinienne, parce que je ne comprends pas, à part qu'ils aient de la merde dans les yeux, je pense, ou alors qu'ils aient peur, peut-être qu'ils ont peur. Mais honnêtement, je ne pense pas foncièrement tous. Non, je pense que c'est de bon ton de dire quelque chose, parce que c'est aussi ce qu'on leur dit, et c'est ce qu'on leur raconte. Je pense que c'est les médias, je pense que c'est beaucoup les médias qui ne racontent que ce qu'ils veulent raconter. Je ne sais pas, écoutez, moi j'ai pas la solution, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais je pense honnêtement que si simplement ils regardaient le monde, et simplement autour d'ici, s'ils regardaient le Moyen-Orient et qu'ils voyaient la mer de tous les pays islamistes autour, s'ils voyaient que ce sont en fait des guerres civiles, que des sunnites se battent contre des chiites, que juste pour un pouvoir de religion, les gens s'entretuent et entretuent des enfants et font des exactions épouvantables, et ils gardent les femmes dans un état de servilité, et font des crimes d'honneur, enfin, je veux dire, il y a de la pédophilie à n'en plus finir, et tout à coup, si on voit ça, et comment ils peuvent dire que c'est Israël, ce tout petit pays, tout petit comme ça, comme un petit truc, le seul où il y a de la démocratie, le seul où tout le monde est libre de penser ce qu'il veut penser. Je veux dire, comment tout à coup ces gens-là peuvent-ils simplement ne pas ouvrir les yeux et voir ça? Voilà. Moi, ça, je ne comprends pas. C'est tout. Moi, je regarde. Je ne suis pas juive, je suis là, je comprends. Nous, chez nous, je veux dire, on ne pratique pas plus que ça. Moi, je ne pratique pas, on fait les fêtes. On fait les fêtes chrétiennes, on fait les fêtes juives. Je veux dire, mon mari il est juif, moi, je ne suis pas. Mon Sam, il a choisi, il veut être juif, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis agnostique. Et tout va très bien. Voilà, ça c'est la démocratie. Mais c'est ce que vous vivez ici. Il y a des gens qui ne pratiquent pas, il y a des gens qui pratiquent, il y a des gens qui sont musulmans, il y a des gens... J'ai entendu le muezzin qui chante, j'entends les cloches sonner, et c'est ça la démocratie. Excusez-moi, mais moi, si je vais au Maroc, j'entends pas les cloches sonner, j'entends pas l'appel, j'entends pas les gens... Je vois plus du feu Maroc, quoi. Et pourtant, c'est un des pays les plus, on va dire, libéraux, démocratiques du Moyen-Orient, du Maghreb. Voilà, donc voilà, je ne comprends pas comment les gens ne peuvent pas ouvrir les yeux, donc il y a forcément des choses derrière, plus fortes que nous, mais on doit pouvoir faire bouger les lignes. Voilà. Voilà, j'ai fini, à part si vous avez des questions. Je vais encore
m'empêcher ou pas de travailler. Je voulais juste donner une précision. Oui, alors, non. En fait, je n'ai aucune pression. Avec TF1, ça va très bien. La seule chose qui s'est passée pour en revenir sur Catherine Barma, c'est qu'elle savait avant l'émission qu'ils n'allaient pas m'autoriser à faire, alors que la campagne n'avait pas commencé, qu'ils n'allaient pas m'autoriser à faire l'émission. Ils l'avaient déjà annoncé, puisque Morandini l'avait annoncé. Donc, ils savaient que je n'allais pas le faire, ils ne me l'ont pas dit parce qu'ils savaient que je partirais. Et ils sont venus m'annoncer après, et ça, j'ai trouvé ça très malhonnête. Maintenant, une semaine après, j'ai enregistré sur France 2 l'émission comment ça s'appelle, La parenthèse inattendue. J'ai des propositions de travail sur FR3. Je m'entends très bien avec TF1 avec Nonce Palomini. Voilà, je veux dire, la seule crainte qu'avait Nonce, c'était que je sois qu'il soit obligé d'arrêter la diffusion de Julie sur NT1, sur HD1 pendant la campagne, mais ce en quoi mes amis du CSA, François Laborde, Christine Kelly ont dit absolument pas, puisque c'est un personnage de fiction. Donc tout va bien, je n'ai pas eu de pression. J'ai eu des menaces de mort des musulmans, mais ça, bon, bah, ça on s'y attend. On va me crever, on va m'arracher la langue, on va me brûler. Il faut bien mourir de quelque chose de toute façon. Hein. Et puis j'irai pas tout seul, je les entraînerai avec moi. Je sais te défendre. Et puis j'ai mon fils, c'est Goliath. Hein, alors c'est Samson. Voilà. Et puis donc tout va bien pour moi, ne vous inquiétez pas, je vais continuer à travailler, j'ai plein de propositions et je n'ai pas de soucis. Bonjour, je suis le mari de la dame. Je voulais juste dire une chose à sa décharge, c'est que la nuit précédant cette émission, je l'ai gardé éveillé quasiment toute la nuit. Donc je dois reconnaître que j'y suis pour beaucoup dans son désarroi. Et je vais le dire publiquement, puisque en général ce genre de choses ne se dit pas. Elle était vraiment très fatiguée et elle l'était grâce à moi. Donc si j'ai malheureusement aidé ces nationaux socialistes à la détruire un peu, j'en fais malheureusement l'aveu. Je voudrais juste remercier bien sûr Véronique pour ce qu'elle nous a dit et vous préciser un petit quelque chose. Vous êtes dans une synagogue qui est superbe et qui a été construite à la suite d'un accident entre deux avions qui a fait de nombreux morts. Et à la suite de cet accident, il a été décidé de mettre en place cette synagogue. Voilà son histoire. Appelé à la tribune, Jean-Claude Benamou, qui va nous délivrer un message. Voilà, je voudrais dire en m'adressant à Jonathan que je ne suis pas dans sa mouvance, que je ne voterai pas pour lui, mais je tenais à être là pour lui apporter mon soutien. Ce matin, vous avez certainement en ouvrant Facebook trouvé un immonde article de André Darmon, le suppléant de Ghislain Lallon, et qui fait un amalgame incompréhensible entre les initiales de JSS et Göring. Donc c'est un article à vomir. D'ailleurs, les réactions ne sont pas faites attendre. Tous les commentaires sur son article le descendent d'une façon sans équivoque. Et pour ceux qui se rappellent, il y a 3 ans, je m'appelle Jean-Claude, et il avait fait un amalgame également malheureux avec mes initiales et Jésus-Christ. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est coutumier du fait. Et je vais vous dire que cette campagne, si je ne partage pas les opinions de Jonathan, à aucun moment, en tant que président de la campagne de Valérie Offenberg, je me suis permis d'attaquer qui que ce soit, et je crois que le débat gagnerait
en dignité si nous arrivions à respecter les uns les autres nos différences et donner une autre image de cette élection aux électeurs qui, malheureusement, la dernière fois, ne se sont pas reconnus dans toutes ces attaques et dans tous ces coups bas. Et j'espère que, on en parlait tout à l'heure avec Elie Lévy, je trouve que ce serait bien que tous les candidats réagissent à cet article unanimement pour condamner de tels propos. Voilà. Merci Jean-Claude pour cette preuve de démocratie. Alors, j'aimerais accueillir qui va être le deuxième tour. Jonathan Simon. Merci beaucoup, vous êtes venus très nombreux, c'est très plaisir, merci. Il y a tellement de choses à dire, vous avez suivi la campagne, merci beaucoup Jean-Claude pour votre mot, merci à tout le monde. La campagne électorale, c'est un enjeu fondamental pour moi, mais aussi pour vous. C'est quelque chose, j'étais pas obligé de m'engager dedans, vous voyez, j'ai 30 ans, ma femme a accouché il y a 10 jours. On ne peut pas volontairement quitter sa femme pendant le moment d'une campagne et lui dire bon, je ne vais pas avoir le temps pour toi ni pour le bébé. Et pourtant, je l'ai fait, elle a accepté de le faire parce qu'elle a compris l'enjeu. Et cet enjeu, c'est quoi? C'est d'aller à l'Assemblée nationale en France et de défendre les Français qui habitent dans la 8e circonscription, et en l'occurrence, pour votre cas ici, les Français qui habitent en Israël. Ça veut dire quoi défendre les Français d'Israël? Ça veut dire aller à l'Assemblée nationale, ça veut dire parler dans l'hémicycle, ça veut dire parler dans les commissions de députés, ça veut dire également aller dans les médias. Avec Véronique Jeunesse, c'est pour ça que je lui avais demandé gentiment si elle voulait bien m'accompagner, parce que je savais que Véronique Jeunesse serait un porte-voix formidable pour aller dans la télévision, faire passer un message, faire porter notre voix. Elle a nos opinions, et j'en suis très fier, et je suis tellement reconnaissant de tout ce qu'elle a dit. On parlait de l'émission il y a 2 minutes, Laurent Ruquier, et on peut la critiquer, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire qu'elle n'était pas prête. Mais au final, moi je retiens une chose de cette émission, c'est que pour la première fois à la télévision française, à une heure de grande écoute, certainement l'émission la plus écoutée en la matière, il y a quelqu'un de non-juif, non-israélien, qui est venu une seule fois dans sa vie en Israël, et qui a dit une vérité qui a fait très mal à beaucoup de monde. Et cette vérité, c'est, vous savez, jusque dans les années 70, les Palestiniens, ce n'étaient pas les Arabes. Si vous disiez à un Arabe qu'il est palestinien, il vous crachait au visage. Les Palestiniens, ce sont les Juifs. Et cette vérité-là, elle a fait terriblement mal. Et même Natacha Polony a dit oui, vous avez raison, vous avez tout à fait raison, le nationalisme palestinien a commencé dans les années 70. De là, on peut donc dire que les Palestiniens ont un peuple inventé. Mais là n'est pas le problème de la campagne, puisque la campagne, c'est pas une élection géopolitique. Je ne vais pas être député à Knesset. Le rôle du député, c'est de défendre vos intérêts en tant que Français de l'étranger. Alors, je parle bien entendu des retraites. Bien entendu, il faut défendre les retraites. On a vu que le gouvernement actuel a l'intention de taxer aujourd'hui les retraites, de ne plus les augmenter en fonction de l'inflation. C'est quelque chose de très grave. Déjà que nous, en Israël, on est défavorisés avec le taux de change. Alors si en plus, on fonctionne de l'argent dessus, comment est-ce qu'on va faire? Il y a également le problème pour les plus jeunes, pour les diplômes, les reconnaissances des diplômes. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut absolument ouvrir un canal politique fort entre la France et Israël, entre un député qui siège à l'Assemblée nationale et un député qui siège à la Knesset. Et ces deux députés-là vont pouvoir discuter ensemble et essayer de comprendre pourquoi quelqu'un qui est diplômé de sciences politiques ou d'HEC en France, ou qui est diplômé de médecine ou de pharmacie, quand il vient en Israël, il doit tout recommencer à zéro. C'est pas normal. Et c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Si un franco-israélien ou un israélien veut aller travailler en France, ses diplômes ne sont pas reconnus. C'est un scandale. Mais être député des Français de l'étranger, c'est aussi dire à la France que, voilà, regardez, il y a des superbes choses à prendre de l'étranger. Nous, en Israël, on représente une force incroyable, je pense. Si j'ai pris le slogan « La jeunesse qui ose », ça aurait pu être « La jeunesse qui ose », si j'ai pris ce slogan-là, c'est parce que je trouve, non pas que la jeunesse est formidable toujours, etc., mais que c'est un peu à l'image d'Israël.
Israël est un pays jeune, c'est un pays qui ose, qui a toujours osé. Son armée est très jeune, ses soldats sont tous très jeunes. À 30 ans, on a un grade formidable dans l'armée. Tous les dirigeants des startups israéliennes sont des jeunes, et tous ces jeunes osent. Israël, c'est un pays qui ose, et ma candidature, c'est la candidature d'un jeune homme, comme vous, comme vous, exactement. Nous sommes des jeunes qui osent. On ose, pourquoi? Pour nous défendre et pour porter notre voix. C'est pas uniquement tout ça, être la jeunesse qui ose et porter ce message. C'est également aller dire à l'Assemblée nationale et aller dire dans les médias, oui, il y a un problème, il y a une injustice médiatique en France à l'égard d'Israël. Et on l'a vu avec Véronique. C'est avoir cette expérience des médias, savoir parler devant les télévisions, savoir parler aux journalistes. Pour ça, j'ai une expérience. Je travaillais à la télévision française juive, je travaillais dans les médias, je travaillais à la radio en France, je travaillais en Israël également dans les médias, et puis j'ai travaillé au ministère israélien des Affaires étrangères, dans la section aide internationale et dans la section communication aussi. Donc parler aux médias, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Au contraire, je pense que je sais plutôt bien faire, mieux que certains autres candidats, mais je suis pas du tout là pour parler d'eux. Mais je pense très sincèrement que le député que vous allez devoir envoyer à l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui doit savoir parler devant les caméras, qui doit savoir parler au micro, qui doit savoir gérer les sujets sur lesquels il parle, il évolue. Aller à l'Assemblée nationale, c'est bien beau. On va pouvoir vraiment défendre vos intérêts, mais aller dans les médias, quand une émission se fait sur Israël, c'est pas meilleur? C'est pas ce qui s'est passé par contre avec la députée sortante. On l'a pas du tout entendu. On est tous d'accord là-dessus. Pas une seule fois, même pendant l'opération Amoud Anan, pilier de défense, pas une seule fois on l'a vu à la télévision. C'est quelque chose qui doit absolument changer. Et c'est quelque chose pour lequel j'espère que vous allez pouvoir m'envoyer à l'Assemblée nationale en France pour vous représenter les Français d'Israël. Je vous remercie infiniment d'être venus parce que grâce à vous, je sais qu'on va pouvoir porter un message différent à la France. Un message qui est de dire, regardez, la France, vous vivez quelque chose qui est terrible en ce moment, qui est la crise. Vous n'arrivez pas à en sortir. Les jeunes Français n'ont plus de valeur. Et quand on essaie de décrypter pourquoi les jeunes Français n'ont plus de valeur, je vais prendre un exemple très simple qui marche assez bien. En France 98, la France est championne du monde de football. Tout le monde est content. C'est la France Black Bomber, vous savez. Des millions de personnes sur les Champs-Élysées, c'est magnifique. France 98. France 2012. La France, à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'elle fait? Des jeunes qui refusent de descendre du bus, des jeunes racailles, impolis, qui s'insultent, qui insultent chacun dans les médias, qui refusent de chanter la Marseillaise, qui n'ont plus aucune valeur, qui n'ont plus aucun respect, ni pour les supporters, ni pour le drapeau, ni pour les valeurs de la République. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps? On a supprimé le service militaire en France. Je ne suis pas pour une remise en place du service militaire obligatoire. Par contre, je pense très sincèrement que la France doit absolument, pour inculquer des valeurs aux jeunes qui n'en ont plus, il faut absolument forcer les jeunes à retourner dans un service civil. C'est-à-dire pendant 12 mois, pendant 18 mois, aller dans une association, aller dans des maisons de retraite, aller dans les crèches, aller dans une ONG à l'international, pourquoi pas un service civil en Israël. On pourrait imaginer ce genre de choses. L'avantage de ce genre de mesures que je propose et que je souhaite vraiment mettre en avant, c'est quoi? C'est de dire aux gens, voilà, un footballeur aujourd'hui, il n'a plus aucun socle commun avec la société. Il n'a plus aucune culture. Ses écoles, c'est des écoles du football. Il ne sait pas combien coûte une baguette de pain, par exemple. Il ne connaît pas la capitale de l'Italie. Et ce sont des valeurs qui se perdent et pourtant auxquelles nous sommes attachés. Et quand on leur dit, tu ne connais pas la Marseillaise, eh ben oui, en effet, il ne la connaît pas, parce qu'il ne l'a pas appris, tout simplement. Alors, ce type de mesure, je pense que c'est très important, proposer un service civil. Mais il n'y a pas que ça, on parlait des médias tout à l'heure, Véronique elle connaît encore mieux que moi ce sujet-là. Une mesure très importante, je vais en parler juste de 2-3 petites mesures. Une deuxième mesure très importante que je propose aujourd'hui, serait de proposer un référendum sur les médias publics en France. Quand on voit les médias publics qui sont payés par nos deniers, la redevance, voilà, 136 €, elle a encore augmenté de 5 € cette année, heureusement vous êtes en Israël. Quand on voit à quoi ça sert, quand on voit les informations, quand on voit les non-dits, quand on voit les mensonges, quand on voit la propagande, quand on voit la haine dans les yeux
des journalistes, des gens qui sont invités sur les plateaux. Il y a une très bonne étude qui dit que, je crois, 75 ou 80% des journalistes sont de gauche et 75 ou 80% des personnes qui sont invitées sur les plateaux de télévision sont également de gauche. C'est très bien pour eux, mais malheureusement, pour la démocratie, c'est un danger. Quand on voit tout ça, on se demande, mais après tout, pourquoi est-ce que moi, je paye cette redevance télé? Pourquoi est-ce que tous les Français doivent payer une redevance télé pour des chaînes qui ne regardent pas? C'est France 2, France 3, France 5, mais c'est également France Inter à la radio. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté France Inter. France Inter, c'est le summum de l'immonde. France Inter, on parle de la déjudaïsation de Jérusalem qui doit absolument être faite. On parle de ces colons extrémistes. On parle c'est incroyable. On reprend en fait, si vous voulez, un peu la terminologie qui est utilisée dans l'AFP, par l'AFP. Malheureusement, vous savez, quand il y a un bus qui saute à Jérusalem, on dit que le bus se dirigeait vers une colonie, donc ça va. Donc ça c'est... voilà. Donc je pense très sincèrement que proposer un référendum en France sur les médias publics, en disant voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à payer pour des médias qui ne nous intéressent pas, pour des médias qui nous déforment la réalité, je pense que c'est important. Et on l'a vu encore l'année dernière, si vous vous souvenez, avec l'émission Un œil sur la planète. Terrible émission, Un œil sur la planète sur Jérusalem, entre autres. On se souvient, à l'époque, en tant que journaliste, j'avais organisé une émission de télé en 24 heures. J'avais réuni 10 experts, professeur Emmanuel Navone, par exemple, Olivier Rafovitch, par exemple, qui étaient tous venus dans l'émission. On avait enregistré au total en 48 heures, et cette émission a fait un carton sur Internet. Elle avait obligé le représentant de France 2 à émettre des excuses publiques. Et c'est le genre de travail que je faisais en tant que journaliste, et c'est le genre de travail aujourd'hui que j'ai envie de mener sur la sphère politique. Et il y a un troisième élément qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est quelque chose qui, je pense, nous rassemble et nous ressemble. Je pense à mes parents, par exemple, qui ont fait leur alia il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de novembre. Ils nous ont finalement suivis en mois d'octobre, donc je les remercie. Et je vois aujourd'hui qu'avec l'âge, parce que à 65 ans, 70 ans, on arrive à un âge qui n'est pas facile, où la santé, c'est pas quelque chose de facile, on reste tous très attachés à la France pour voir ses médecins. On a envie de pouvoir souvent voir des médecins en France, de pouvoir voyager pour pouvoir se faire soigner en France, parce que dès qu'on a un problème en Israël, c'est un virus. On ne donne que des antibiotiques. Il y a une mesure que je propose et qui, je pense, est très importante. C'est une mesure qui s'appelle le ticket santé. Et le ticket santé, ça devrait permettre à tous les Français expatriés qui ont cotisé une grande partie de leur vie en France de pouvoir bénéficier d'un ticket d'avion à une certaine échelle pour retourner en France, voir un médecin spécialiste dans le cas d'un besoin spécifique. Je pense que cette mesure-là, au moment où nous en avons besoin dans la vie, parce que quand on tombe malade, c'est souvent un mauvais moment où on a des problèmes d'argent des fois. Je pense que cette mesure-là pourrait être très très importante pour les Français qui habitent en Israël, entre autres, et j'espère en tout cas que c'est une idée qui vous plaît pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs. Voilà. Je tenais à vous dire une dernière chose, c'est concernant la politique pure. J'ai reçu l'investiture d'un parti politique qui s'appelle le Parti libéral-démocrate. C'est un parti de centre-droit, qui est un des partis de l'UDI. Vous connaissez certainement M. Borloo. Exactement, M. Borloo. Et il y a eu tout un balagan, comme on dit en France, et finalement Borloo a préféré quelqu'un d'autre, et finalement le Parti libéral a continué à me soutenir. Et je tenais à remercier particulièrement quelqu'un qui a fait le voyage depuis la France, spécialement aujourd'hui. Il s'appelle Bruno Morin, il est ici, il est venu de Marseille. Bruno, il est venu de Marseille. Il est venu de Marseille parce qu'il tenait, en tant que membre de l'UDI, en tant que membre important de l'UDI, en tant que pro-israélien, en tant que combattant pour Israël au sein de l'UDI, à venir défendre nos intérêts ici et à venir expliquer pourquoi le Parti libéral-démocrate me soutient et comment ça se passe. Donc, je vous laisse avec Bruno, je reprends après. Bonsoir à tous. Vous savez que dans cette campagne, on a beaucoup attaqué Jonathan, comme chaque fois que quelqu'un menace et pose des vraies questions.
À un moment donné, moi qui suis le politique inconnu, et je vais en profiter pour me présenter en quelques mots, j'ai trouvé que c'était aller trop loin, qu'on était dans le mensonge pur et qu'il fallait remettre les choses à leur place. Je suis l'homme idoine pour le faire parce que le politique, depuis 36 ans, dans cette salle, c'est moi. Et celui qui a négocié les investitures à l'UDI pour Jonathan, c'est moi qui l'ai proposé à Jonathan et c'est moi qui l'ai fait. Alors, deux mots pour me présenter. Je suis avocat de formation, j'ai été installé à Paris, dans le sud de la France. Je viens d'une famille politisée, j'ai toujours eu un engagement politique depuis très très longtemps, puisque ça fait 36 ans et j'ai pris ma première carte à Génération Sociale Libérale et Jeunes Giscardiens, j'avais 16 ans. Je suis toujours resté au centre droit, j'ai eu la chance, en étant de la région de Fréjus, de participer très vite à des cercles de pouvoir intéressants, notamment à proximité immédiate de François Léotard, qui est quelqu'un qui aime bien Israël et qui a été peut-être le premier à me sensibiliser sur le fait que moi aussi j'avais le droit de porter, dans mon histoire familiale, de porter une kippa, chose sur laquelle dans mon éducation qui n'avait pas été initialement évidente. Donc j'ai été pendant 36 ans au centre droit, au service de François Léotard, puis d'Alain Mandin, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, toujours encarté à l'UDF, puis à Démocratie Libérale, puis à l'UDF Nouvelle Formule, et désormais au nouveau centre d'Hervé Morin, qui vient de rejoindre l'UDI. En 36 ans, j'ai vu la politique évoluer, et je me suis rendu compte qu'à titre personnel, cette évolution me paraissait négative, et elle allait dans un sens qui ne me plaisait pas. On parlait de moins en moins idées, on parlait de moins en moins éthique, on parlait de plus en plus de carrière, et on était dans des démarches individuelles carriéristes. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle élection partielle, on y est complètement. Je m'explique. Jonathan et moi, c'était une rencontre improbable. À part cette kippa que nous portons tous les deux aujourd'hui, il n'y avait pas de connexion personnelle, il n'y a pas de génération, j'aimerais bien être de sa génération, mais c'est plus le cas, comme beaucoup d'entre nous. À un moment donné, il faut se résigner. Il n'y avait pas vraiment de raison de se croiser, de communiquer, de s'adopter quelque part, et qu'à un moment donné, je me dis, ce jeune-là, ce type-là, il a tout ce qu'il faut pour être un bon candidat, et c'est moi qui suis allé le voir en disant, moi je suis en posture quand même d'avoir des investitures, puisqu'en 36 ans, je suis quand même légèrement politisé, avec un carnet d'adresses, des étiquettes et des responsabilités qui me permettaient d'en discuter sérieusement. Jonathan, je l'ai croisé comment? Tout simplement, toujours autour de cette kippa, je m'intéresse bien évidemment à ce qui se passe ici pour des raisons pour mes racines et pour des raisons familiales. Petit à petit, j'ai découvert JSS News et j'ai trouvé que c'était bien écrit, que c'était un blog de quelqu'un qui n'avait pas peur de dire les choses, qui, quand il devait les dire, et nous l'a encore prouvé pendant la campagne, il les disait, quel qu'en soit le prix. Et c'est ce que moi je reproche aux politiques français, milieu auquel pourtant j'appartiens, c'est que désormais, ils calculent pour leur avenir, dans leur intérêt personnel, ils calibrent les phrases, ils ont des propos qui sont complètement mesurés, qui vont parfois à l'encontre de ce qu'ils pensent, à l'encontre des intérêts de leur communauté ou du pays. Et moi, c'est quelque chose qui me choque profondément. Je suis d'une famille politisée, je vous l'ai dit. J'ai fait de la politique parce que j'avais une envie d'autre chose pour mon pays, qui à l'époque était vraiment la France. Maintenant, les choses ont un peu plus évolué dans mes esprits, ce qui fait que je me trouve un peu plus souvent parmi vous aussi. Mais à un moment donné, ce que je lisais dans GSS m'a plu, et quand ce jeune-là, on a eu un premier contact sur un problème informatique, où j'ai vu que c'était quelqu'un qui me confirmait qu'il était sérieux, qu'il était ce que j'appelle en France droit dans ses bottes, qu'il n'y avait aucun compromis, aucun calcul, et qu'il pensait vraiment ce qu'il disait. Quand j'ai vu qu'il se présentait, ben pour moi, ça a été une bonne nouvelle, parce que je suis désolé pour certains dans la salle, il y a d'autres candidats que je connais, d'autres candidates notamment que j'ai vu évoluer en fonction de ce que disait le président de la République. Tout va l'aider, et aujourd'hui je n'ai toujours pas la preuve qu'elle ait obtenu quoi que ce soit en termes d'évolution d'une position. Il faut quand même le dire, je suis le politique de service, c'est à moi de le dire, de toute façon. Donc j'ai immédiatement adhéré à cette candidature, je l'ai suivie, et comme effectivement ce jeune dynamique, qui a des pieds sur terre, qui a des idées claires, ben, il dérange parce qu'on est dans un ronron entre
politiciens parisiens qui ne sortent pas de leur microcosme où on s'arrange, c'est ce qui s'est passé pour les investitures, il est très dangereux. Il a commencé tôt, il sait ce qu'il veut, il a soulevé des lièvres. Je vous signale que dans cette campagne, chaque fois qu'on a parlé d'un problème sérieux, qui en a parlé le premier, qui a pointé le doigt dessus, qui a montré, a mis en lumière des vrais problèmes qu'on a vus au lycée français à Jérusalem, c'est Jonathan et personne d'autre. Vous avez la preuve. Il ne vous raconte pas des bobards, il ne vous promet pas, il n'a rien à vous promettre. Tout simplement, vous avez la preuve de ce qu'il est. Alors moi, j'ai décidé de m'investir, de le soutenir sur 2 axes. D'abord, à partir d'un constat qui m'a un peu surpris, c'est-à-dire moi-même, j'étais candidat aux législatives l'année dernière. Je me suis donc occupé de mes législatives. Quand j'ai vu le taux de participation d'Israël, j'ai été choqué. Je dis comment nous sommes tous des gens qui avons plus, nous sommes une communauté qui avons toujours quelque chose à dire, qui réfléchit beaucoup, qui discute beaucoup, qui élabore. Nous sommes quand même des gens du livre, nous avons l'idée d'aller chercher, de construire, et nous ne sommes jamais dans l'apparence de la parole, nous allons très, très loin dans la réflexion. Comment ces gens-là, qui par nature devraient être plus politisés que les autres, ne sont pas les votés? J'avais constaté, et j'ai trouvé ça vraiment déprimant, désolant. Quand il y a eu cette annulation et que Jonathan est parti, je me suis dit, c'est génial. On a à nouveau la chance, on a une seconde chance, pour 2 raisons. À la fois que les Juifs français qui vivent en Israël se mobilisent pour quand même tenter d'influencer, faire apparaître leur opinion et changer le cours des choses en termes de discours en France, première chose. Et deuxième chose, on a le candidat qu'il faut pour ça. On a quelqu'un qui, à 30 ans, nous a déjà fait la preuve qu'il était capable, envers et contre tout, sans peur, droit dans ses bottes, avec ses convictions, de dire ce qu'il en était, d'aller chercher, de poser des problèmes. Soyons clairs, au jour d'aujourd'hui, si Jonathan n'avait pas parlé du lycée français, personne n'en parlerait. Vous seriez peut-être au courant, vous grognerez, vous direz « la France m'a encore laissé tomber ». La France m'a encore laissé tomber. Je l'ai déjà entendu en Israël. Je vais vous dire franchement, moi qui suis un Français qui vient régulièrement, qui sera peut-être un jour anonyme, mais ce n'est pas le cas encore. Moi, c'est une phrase qui me fait sourire, parce que chaque fois j'ai envie de dire, mais vous avez le pouvoir, prenez-le, allez voter. Si je suis là ce soir parmi vous, à Ashdod, avec ma famille à Marseille, c'est pour vous dire, vous êtes des privilégiés, vous êtes gâtés, vous avez une nouvelle chance, et cette fois-ci, vous avez un vrai candidat. Vous avez un candidat qui, une fois qu'il sera paré, ne vous oubliera pas, mais qui continuera ce travail, le travail qu'il a fait à JSS, le travail qu'il a fait en campagne. Il va s'occuper de vous, il va probablement dans ce pays qui est dans un marasme et dans une déprime générale, arriver à faire parfait les idées d'Israël, parce que chaque fois qu'on amène un Français en Israël, il repart convaincu qu'il se passe quelque chose et que c'est une démocratie. Il y a du boulot, mais le boulot c'est vous, on a besoin de vous. Allez voter, mobilisez autour de vous. Vous avez un vrai candidat, vous avez l'espoir de reposer en France. Moi, j'ai plus envie d'entendre des grognements sur la France. Si vous ne faites pas le nécessaire, faites le nécessaire. Votez Jonathan Simon Fedel. Il y a une autre personne à qui je voulais... Bonsoir. Il y a une autre personne à qui je voulais donner la parole, c'est Jean-Patrick Gander du site de Rose, que vous connaissez certainement. Je voudrais savoir dans cette salle combien considèrent que l'AFP est une organisation d'information pro-israélienne. Il y aurait eu une personne qui aurait levé la main il y a quelques instants, mais il vient de sortir. Car en ayant pris position tout à l'heure contre les propos un peu dégueulasses qui ont été proférés ce matin par un type que je ne connais pas, que je n'ai pas envie de connaître, il a tout de même omis de mentionner que lui a diffusé par email, partout, on l'a tous reçu, et également sur le site de campagne de la candidate qu'il soutient, l'UMP, des propos calomnieux, mensongers, déformant la réalité, mais il n'y a rien de surprenant parce qu'ils viennent de qui? D'un journaliste de l'UMP. Pardon, de l'AFP, excusez-moi. Vous avez vu le lapsus que j'ai fait?
j'ai fait un lapsus parce que j'ai fait un lapsus qui n'est pas intentionnel, parce que le journaliste de l'AFP, en qui nous avons tous confiance, a déclaré dans un communiqué que tous les candidats étaient véreux, sauf celui de l'UMP. Et derrière, son communiqué très sympathique, très pro-sioniste, très pro-israélien, a été repris par monsieur qui vient de se sauver quand il a vu que je suis arrivé sur l'estrade. Parce qu'il y a des vérités que ces gens-là ne peuvent pas affronter, et ces vérités, ils savaient que moi, j'allais les dire et les répéter. Voilà. Ils se sont sauvés, et ils se sont sauvés pour ne pas me laisser dire, pour ne pas m'entendre dire que la candidate UMP que je connais, que j'ai interviewée l'année dernière, a refusé de répondre à mes questions lorsque je lui ai demandé si elle considérait que Jérusalem devait être divisée ou pas. Je lui ai posé la question pendant 10 minutes, j'en ai diffusé un petit extrait, elle a refusé de me répondre. Elle m'a donné son avis sur beaucoup de choses, mais lorsque je lui ai posé la question là-dessus, elle a refusé de me répondre. Pourquoi je soutiens Jonathan Simon-Selem? Parce que lui, il répond aux questions, ça fait 5 ans qu'il répond aux questions sur JSS News, et j'ai constaté qu'il a un savoir-faire qui a fait qu'il est devenu le premier média juif francophone. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas d'autres médias juifs francophones, il est le premier, il est le plus important. Pourquoi? Parce qu'il dit les choses, il ne fait pas de langue de bois, il ne parle pas de travers, il ne prend pas des détours. Et vous avez remarqué qu'il a été très attaqué dans les médias, que Véronique Jeunesse, quand elle s'est mise à le défendre, elle a été très attaquée dans les médias. Pourquoi est-ce qu'on a attaqué et est-ce qu'on attaque Jonathan Simon-Selem? Parce qu'il est le cauchemar des médias de désinformation sur Israël. Jonathan Simon-Selem a été perçu comme le danger pour les empêcheurs de tourner en rond, pour les empêcheurs de déformer la vérité sur Israël. Seulement, le problème se complique, c'est que nous sommes dans une circonscription très complexe. Pourquoi? Parce que bien que nous représentions la majorité potentielle des électeurs, nous représentons la minorité, mais microscopique minorité de ceux qui vont aller voter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a dans cette salle des gens parmi vous qui ont envie d'aller voter, qui ont envie d'aller voter pour Jonathan Simon-Selem parce qu'ils ont compris que Jonathan Simon-Selem est quelqu'un qui va nous défendre, qui va pouvoir aller dans les médias dire des choses que personne ne dise, et Véronique Jeunesse aussi. Seulement, il se trouve que vous avez, vous, chacun d'entre vous qui veut aller voter, autour de vous, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, des gens qui vont vous empêcher d'obtenir ce que vous aimeriez. Pourquoi? Parce qu'ils affichent, ils disent, qu'ils n'en ont rien à faire de la France, ils s'en foutent. Ils disent, il y a comme une espèce d'inconscient, d'acquis culturel collectif, la France, on s'en fout. La France, on s'en fout, mais quand elle vote contre l'UNESCO, on s'en fout pas. La France, on s'en fout, mais quand il y a une émission de télé, quand il y a un article contre Israël, la France, on s'en fout pas. La France, on s'en fout, mais tous les jours, on regarde France 2 à la télévision. Il y a une anomalie apparente que je m'explique assez mal, un désintérêt en apparence et un intérêt quand on a envie de se plaindre. J'ai l'impression qu'il y a encore une envie d'être, alors que nous sommes ici, chez nous, on a encore une envie de rester un peu la victime de l'antisionisme et de des anti-israéliens ici chez nous. Il y a une anomalie dans le fait que personne ne veut aller voter, les mêmes vont se plaindre de la France et des médias. Alors quand Jonathan explique qu'il va se battre pour les retraites, qu'il va se battre pour les diplômes, il va se battre aussi pour l'opinion. Et l'opinion, ça compte. Parce que moi non, parce que je me bagarre tous les jours, mais beaucoup d'entre vous et beaucoup de vos amis qui ne veulent pas aller voter, ça leur tord les boyaux. Ça leur tord les boyaux de lire toutes les saloperies qu'on peut dire sur nous et sur notre pays. Et ben, malgré ça, ils ne veulent
pas se bouger, ils ne veulent pas aller voter. Et c'est vous qui pouvez aller leur dire de se remuer. C'est vous qui pouvez, dans 10 jours, c'est dans 10 jours que ça commence, c'est vous dans 10 jours qui pouvez leur dire, mais quand même, c'est 5 minutes de ton temps. 5 minutes de ton temps pour aller voter, et regarde ce que ces 5 minutes de ton temps peuvent nous apporter. Regarde comment Véronique Jeunesse, dans une émission, a pu dire des choses sur Israël, même si elle a été chahutée, que personne n'a jamais pu dire en 30 ans. Regarde le fait que Jonathan Simon-Selem, s'il est envoyé, s'il est élu à l'Assemblée nationale, il sera invité dans les télévisions, dans tous les débats sur Israël, naturellement. Regarde ce qu'il est capable de faire. Il ne va pas renverser la vie, il ne va pas renverser le monde, mais il va pouvoir dire des choses qui n'ont jamais été dites. 5 minutes du temps des franco-israéliens qu'ils ne veulent pas donner pour aller voter, pour envoyer Jonathan Simon-Selem à l'Assemblée nationale, alors qu'ils pleurnichent, qu'ils se plaignent et qu'ils ont l'estomac tordu quand on dit du mal d'Israël, est une chose que je voudrais que vous m'expliquiez. Moi, je n'ai pas compris. Mais bien sûr. Merci Jean-Patrick pour cette qui nous a permis de remettre les pendules à l'heure. Alors, nous avons le Rav Amar qui nous a fait la gentillesse de venir nous voir. C'est grâce à lui que nous avons eu cette synagogue. Et j'aimerais l'appeler à la tribune. J'aimerais l'appeler à la tribune pour vous expliquer un peu le travail extraordinaire qu'il réalise ici. Parti de rien, il a décidé un jour, la petite lumière, vous savez, dont je parlais tout à l'heure, de Hanouka, dans la nuit, il a décidé un jour que certains enfants, il avait pu s'en rendre compte, étaient totalement déjudaïsés. Ils étaient en dehors de tout, il ne savait même pas ce que c'était qu'une fête. Il les a pris, il les a amenés dans sa synagogue, et il a organisé un système de fêtes permanentes où il reçoit 5000 enfants à l'occasion de chaque fête de l'année. Et ça depuis des années. J'aimerais lui laisser la parole. Il va vous donner quelques paroles de Torah et nous reprendrons ensuite le débat. Eli mérite une grande bénédiction, de bonne santé pour lui, sa femme et sa famille. Je profite, Jonathan, l'Assemblée, de vous bénir à l'occasion de Shavuot. Toutes les bonnes bénédictions qu'on souhaite, qu'ils soient aussi douces que le lait et le fromage que nous allons manger après-demain. Un tout petit message, j'ai dit à Eli que je viendrai pour quelques minutes, pour une toute petite interruption, pas parler de politique, mais un message d'inspiration à 24 heures de Shavuot. Moi, j'ai déjà voté depuis 8 ans pour les enfants d'Israël. Kesher, que nous avons fait il y a 8 ans, est tout simplement une bataille pour faire gagner à nos enfants leur identité. Et je vous entends, et je ressens que vous êtes avec moi, que c'est vrai qu'on passe une période, surtout aujourd'hui, de turbulence, où beaucoup de gens sont troublés à tous les niveaux, que ce soit les médias, que ce soit la télévision, que ce soit les journaux, que ce soit ce que les gens disent à droite, à gauche. Une faiblesse dans qui nous sommes, où nous sommes et que nous faisons ici. Nous avons commencé il y a 8 ans avec 50 enfants qui habitent donc ici, en Israël, où il y a des Français, des Russes, des Israéliens. Aujourd'hui, nous sommes à 22 000 enfants par année qui reçoivent par Kesher la base et le sens de qui nous sommes. Ces enfants qui viennent pendant les fêtes, un mois avant les fêtes, de tous les ganim et les écoles publiques d'Ashdod et de ses entourages. Et vous les voyez faire leur matzah, traverser la mer, construire des pyramides, sortir d'Égypte. C'est une image qui grave à l'intérieur d'eux
Je suis fier d'être juif et d'y appartenir. C'est ce qui fait en sorte que cette identité qui est tellement chère pour nous tous soit quelque chose de vivant, qui puisse donner une suite et une continuation, car c'est notre arme contre tous ceux autour qui veulent nous raffaiblir. Qui nous sommes? Le lien, ceci avec les gens. Je vous invite à venir visiter notre centre, ici à Yudzaïn, la rue Avnei Hoshen, quand vous voulez nos bureaux, Tel Chai numéro 9, pour tout ce que vous avez besoin, tout service autour de notre identité, que ce soit une choupa, que ce soit une naissance, que ce soit un coaching, que ce soit un conseil, une bénédiction, une activité que nous faisons pour tous les enfants. Si Dieu veut, en 3 mois, à partir d'aujourd'hui, mettre cette première pierre à ce futur centre communautaire éducatif, qui sera une tour Eiffel de lumière, pas seulement pour Ashdod, mais tous ses entourages, afin de créer une maison pour les enfants d'Israël, où il y aura tous nos enfants, ceux qui viennent de France, ceux qui sont là, les Israéliens. Nous sommes tous un peuple, une nation, autour d'une identité. Permettez-moi de finir avec un message pour raffiner ce qu'on ressent tous maintenant, ce que nous voulons faire. Ce que vous disiez tout à l'heure, il faut se battre, il faut faire, il faut éliminer cette obscurité avec un phare ou une bougie de lumière. Je me rappelle d'un épisode où il y avait un étudiant qui était venu en 1952 chez le rabbi de Lubavitch, dans sa chambre, et lui avait dit qu'il allait partir à l'université. Le rabbi lui a posé la question: que vas-tu faire pour ton identité juive? Est-ce que tu vas étudier un cours de Torah? Est-ce que tu vas te permettre d'avoir un peu de temps pour ton âme ou ton esprit? Il dit: mais je serai très préoccupé par l'université, je n'aurai pas le temps. Je vous demande uniquement une bénédiction. Le rabbi ouvre son tiroir et il a sorti de son tiroir un compas. Tu vas donc à l'université, tu vas apprendre les séances. Il prend le compas, il le met sur une feuille et il fait le cercle. Et il demande à l'étudiant, il lui dit: qu'est-ce qui a fait le cercle? Le crayon. Il dit: bien sûr, le crayon. Il dit: c'est pas le crayon, c'est la pointe qui a fait le cercle. Si tu sais mettre ta pointe à sa place, ton cercle sera toujours bien rond. Si tu n'as pas de pointe, si tu perds ton point, ton identité, n'importe quel cercle que tu feras dans ta vie sera toujours un circuit tordu. Donc rappelons-nous ce soir, en cette veille de Shavuot, où nous allons recevoir à nouveau, ça fait 3325 ans, les 10 commandements. On va se rappeler en emmenant nos enfants, si Dieu veut, mercredi matin, pour entendre les 10 commandements. Vous êtes invités chez moi à 10h30, avec tous vos enfants. Ils auront de la glace après, bien sûr. C'est très important. On va apprendre à nos enfants de ne pas perdre ce point, et à nous tous. Et nous allons apprendre aussi en français, et aux Français, qui sont à l'extérieur, que nous avons un point. Et c'est ce point qui va faire ce cercle. Et c'est ce cercle qui sera notre chemin et circuit et phare pour éclairer tous ceux qui sont encore dans l'obscurité. Je vous souhaite à tous très bonne fête de Shavuot, grande réussite. C'est d'autant plus amusant que d'habitude ce sont les hommes politiques qui coupent la cérémonie à Yom Kippour. Donc je suis assez ravi. Il y a une dernière personne qui m'a demandé à ce qu'on l'appelle pour qu'elle délivre un message. Alors elle est en France. Il y a un monsieur aussi qui veut intervenir, je vais répondre à une question après. Mais il y a une personne qui est en France, qu'on aime beaucoup en général. C'est pas Laurent Ruquier. Ça aurait pu, ou pas? Caron qui revient à la religion. C'est une surprise. Tu m'entends? Oui, je mets le micro près du téléphone. Personne ne sait qui tu es l'invité mystère, attention. Allez, on t'écoute. Allô? Oui, on t'entend. Bonjour. Bonjour les amis. Écoutez, d'abord, je suis vraiment ravi de savoir que vous êtes nombreux d'écouter Jonathan et Véronique.
Israël. Malheureusement, allô? Ouais, on t'entend. Tout le monde t'a reconnu, tout le monde t'a applaudi. Ah d'accord. Voilà, donc je dis, vous m'avez donc élu premier en Israël, mais ça n'a pas suffi pour contrebalancer le vote des autres pays. Je vous dis une chose, j'ai attendu longuement et j'ai regardé tous les candidats qui se sont présentés. J'en ai rencontré beaucoup et je peux vous dire une seule chose. Le seul candidat qui représente exactement ce que je pense, qui représente ma ligne de pensée et ma façon de faire, c'est Jonathan Simon-Sled. Je vous demande absolument d'aller tous voter pour Jonathan. D'emmener des gens avec vous pour aller voter pour Jonathan, c'est essentiel. Personne d'autre que Jonathan ne m'a aidé dans le cas de l'affaire Al-Doura parmi tous les autres candidats. Personne d'autre n'a eu le courage et l'intégrité de défendre Israël aussi fort qu'il l'a fait. Merci beaucoup. Une dernière chose, une dernière personne que je tenais à vous présenter, puisque c'est elle qui a quand même pris la place de Véronique. Elle s'appelle Elior Lys. Elior, si tu veux bien me rejoindre un instant. Après le départ de Véronique Jeunesse, après le départ de Véronique aussi, s'il te plaît, je serais heureux que tu viennes aussi, on va parler avec le monsieur aussi, mais après le départ de Véronique, les choses ont été un peu compliquées, et il a fallu trouver quelqu'un qui sache se tenir droit, fier, qui représente les valeurs que nous avons. Elior, elle est étudiante en sciences politiques à Herzliya. Elle a fait une unité combattante. Elle aurait pu rester à faire de l'informatique dans le salle. Non, elle a fait une unité combattante, au quête, avec les chiens. Elle aurait pu faire autre chose. Aujourd'hui, elle est dans la campagne. Elle se tient fermement avec ses positions sionistes très fortes. Je crois que tu veux quand même faire un petit mot. Bon, bonjour tout le monde. Alors, tout a été dit. Je m'appelle Elior. Moi aussi, j'ai fait mon alia il y a environ 7 ans. Et depuis, j'ai fait un parcours, on va dire, typiquement israélien. Mais je suis aussi française. Donc, pour toutes ces raisons et pour encore tout ce qui a été dit, j'ai décidé, enfin, Jonathan a décidé de m'associer à la campagne. Je pense qu'il y a quelque chose de très positif qui se passe et on ne peut pas se permettre de pas y prendre part. Donc, je vous invite vraiment à y prendre part. On a vraiment besoin de tout le monde. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont des questions dans la salle ou concernant le programme ou concernant l'émission en question, parce que voilà, Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur ce que disait monsieur tout à l'heure. J'ai pas retenu votre nom. Et Jean-Patrick Gérard. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez poussé un coup de gueule, et on est tous pareils à pousser ce coup de gueule, parce que les Français d'Israël n'ont pas été votés la première fois. Malheureusement, ils ne vont pas voter plus la deuxième fois, il ne faut pas vous faire d'illusions. Pourquoi ils ne vont pas les voter plus, davantage? Parce que les 20 candidats, ou les 21 candidats, je ne sais plus combien ils sont, 20, les 20 candidats, excusez-moi, à part un ou deux, n'ont pas fait leur boulot de hasbara, d'explication. À quoi va servir un député à Paris? À quoi il va servir? On n'a pas besoin de prendre la défense d'Israël. Non, la défense d'Israël, Dieu merci, François Hollande s'en occupe. C'est comme ça qu'il faut le voir. Malheureusement, oui, non, mais c'est comme ça. Vous savez bien, monsieur Morin, vous savez bien que les affaires étrangères, c'est ni vous, ni moi, ni lui, quand il sera élu, c'est monsieur Hollande. C'est le Quai d'Orsay. C'est monsieur Hollande et c'est le Quai d'Orsay. C'est vrai, mais ça a toujours été comme ça, Véronique, ça a toujours été comme ça. Après De Gaulle, ça a été comme ça. Depuis, excusez-moi, je ne suis pas très vieux, mais j'ai des souvenirs, depuis le général de Gaulle. C'est lui qui a instauré cette position, c'est l'affaire du président et du Quai d'Orsay, bien évidemment. Et depuis, on n'a jamais pu faire bouger les lignes. Et Dieu sait s'il y en a eu des présidents et il y en a eu des ministres.
Ça, c'est une chose, excusez-moi. Une deuxième chose, c'est qu'on a parlé tout à l'heure, c'est vous qui avez parlé, je crois, aussi de l'AFP, n'est-ce pas? Et puis des médias, de la télévision, et de France 2, et de Anderlin, et de, on pourrait continuer comme ça. Mais vous savez pourquoi c'est comme ça? Mais parce que personne, parmi les 577 députés, on ne parle pas de celui d'Israël, on parle des députés de France, il n'y en a pas un seul qui s'est intéressé aux médias en France. Pas un seul. Ce qui fait que, au final, l'agence France-Presse, elle est ce qu'elle est. Les envoyés spéciaux ailleurs, en Israël ou au Moyen-Orient, ils sont ce qu'ils sont. Les présidents de France Télévisions, ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont nommés par le pouvoir. Ça existe toujours. Et malheureusement, les 577 députés ne vont rien changer. C'est pas un de plus ou un de moins. Attendez. En fait, c'est un professionnel des médias qui vous répond. Le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir est dans les médias. Lorsque le public, lorsque les Français, mais dans n'importe quel pays, lorsque le public reçoit des informations neutres, des informations non biaisées, il a les moyens de se faire une opinion juste, et c'est la démocratie. Lorsque le public reçoit une information biaisée, une information erronée, des mensonges, des non-dits, lorsqu'énormément d'informations sont censurées au public, lorsqu'on ne leur dit pas les choses, lorsqu'on ne dit pas que pas loin de chez nous, il y a des gens qui veulent nous voir disparaître de la surface du globe. Alors, la démocratie ne fait pas son travail, les gens ne sont pas informés, ils ne prennent pas leurs décisions, ils ne votent pas, ils ne raisonnent pas, ils ne jugent pas avec les informations en main. Le pouvoir est dans les médias aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, et c'est un professionnel qui vous parle. Et lui, c'est un professionnel des médias. Pourquoi, monsieur, et c'est ce qui donne tort à tout votre raisonnement, pourquoi croyez-vous, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'en France, dans les médias, ils ont voulu le détruire, ils ont essayé de le disqualifier en essayant de le faire passer pour un extrémiste de droite, parce qu'il représente un danger, dans les médias. Voilà pourquoi. Moi, j'ai juste, pour vous répondre, une précision pratique, mais tout à fait importante. Dans le cadre de ce que j'ai négocié pour Jonathan de l'investiture, il a pris l'engagement, s'il était élu, d'adhérer au groupe parlementaire UDI. Sachez, monsieur, que c'est le seul groupe parlementaire du Parlement qui propose la privatisation des médias publics et la suppression de la redevance TV. Ça, c'est du concret. Alors, monsieur, quand vous dites ben, ce sera toujours pareil, on ne peut pas. Il faut parfois un peu d'inconscience, mais à 30 ans on l'a. Il faut beaucoup d'énergie, il a encore plus à 30 ans. Vous savez, au départ, quand on a discuté avec Jonathan pour sa candidature, le nombre d'esprits bien pesés, de sages de mon âge qui lui ont dit « tu vas prendre des coups, ça va être l'horreur ». S'il avait écouté les gens qui avaient l'âge d'être son père, comme moi, il n'aurait rien fait. Regardez le résultat, toute la campagne s'est organisée autour de lui et tous les dossiers, c'est lui qui les a sortis. Moi, je vous dis, avec 36 ans de métier, si ce jeune-là est à l'Assemblée nationale, eh ça va dépoter pour les Français d'Israël. Moi, je voudrais juste dire à ce monsieur qu'on est la preuve vivante ici que l'espoir fait vivre. Que depuis plusieurs milliers d'années, le monde entier souhaite nous voir disparaître. Que si effectivement les choses dépendent de M. Hollande, comme elles ont dépendu de Pharaon, de M. Hitler ou d'autres, l'espoir fait vivre, la détermination fait vivre, le combat fait vivre. Rien ne doit nous faire peur pour nos enfants, ni personne, jamais.
bonsoir. Je suis très heureux de vous rencontrer et je vous rencontre sur Internet avec beaucoup de plaisir. Et je voudrais simplement dire qu'on parlait que le Quai d'Orsay avait tous les pouvoirs. Moi, je pense qu'en France, les Français sont complètement dépolitisés, puisqu'ils ont voté à une grande majorité Hollande et maintenant ils sont à 75% contre lui. Donc ils ne savent plus ce qu'ils veulent, ils n'ont jamais su ce qu'ils voulaient, et que les médias ont une grande importance dans ces cas-là. Et la question, elle est plutôt vers Véronique Jeunesse. C'était un coup. Je ne sais pas si vous l'aviez réfléchi avant, mais le fait de prendre Véronique comme suppléante, c'était un coup de génie. Maintenant, Véronique, vous avez été allumée complètement, vous étiez d'une crédulité qui vous honore, parce que le monde politique est un monde sauvage, et un monde de tueurs, et vous n'êtes pas une tueuse. Donc vous avez été complètement abasourdi de ce qui vous est arrivé. Simplement, je voudrais savoir deux questions. Qu'est-ce que vous allez faire pour continuer à soutenir la candidature de Jonathan Sami? Parce que votre voix a une très grande importance. Comme je disais, les Français sont complètement dépolitisés. Et quand vous parlez, il y a des millions de personnes qui vous écoutent, et c'est bien mieux que n'importe quel journaliste. Et alors, ça c'est la première question. Qu'est-ce que vous comptez faire? Et deuxièmement, non, en France, ici, évidemment, on est tous convaincus. Mais en France, sur les plateaux télé, n'importe où, quand on va encore vous questionner, parce que vous venez soutenir, mais est-ce que vous allez continuer à le soutenir? C'est la question, voyez-vous. Et la deuxième question, c'est plus personnel. Vous avez dit que vous n'étiez pas juive. Qu'est-ce qui... Oui, mais ça fait rien. Son mari, c'est un frangin, quoi. On est du même peuple. Simplement, qu'est-ce qui vous pousse, dans le fond de vous, même, à part d'être marié à un juif, à soutenir Israël et les juifs? C'est une question qui m'intéresse profondément. C'est le couscous. Oui, couscous D'abord, moi je pense que vous mélangez, à mon sens, vous mélangez deux choses. Il y a le soutien à Jonathan Simon, je suis là, donc je le soutiens. Je le soutiens pour l'élection de son poste. Et en fait, je viens ici pour bouger les gens, parce qu'il ne sera élu que si les gens d'ici votent. C'est les gens de l'étranger. Les Français, eux, ils n'ont pas à voter. Comment je peux continuer mon action pour Israël? Pas pour Jonathan. Ben, après lui, ou quoi, pour s'il est élu. Moi, que ça parte d'ici ou que ça parte de là-bas, que ça vienne dans les réseaux sociaux, je retweete tout ce qu'il fait, les gens le savent que je le soutiens. Et j'ai continué à le dire, je continue à soutenir Jonathan. Je veux dire, ce qu'il va dire, c'est mon soutien. Maintenant, si c'est aller dans des émissions de télé pour se faire massacrer et dire que c'est un facho, je ne vais pas avoir plus les armes pour me défendre parce que je ne suis pas quelqu'un d'agressif. Et moi, l'agressivité m'ôte mes moyens. La seule chose que je pourrais dire, effectivement, c'est ça vous a... Je ne sais pas. Maintenant, avoir des propos, moi, sur Israël et continuer à soutenir Jonathan, bien sûr que je continuerai à le faire. Je continuerai à le faire. Mais pour moi, ce sont deux choses différentes. Pour moi, la vraie élection, elle se fait ici. Les gens à bouger, c'est ici. C'est les Français d'Israël. Ah non, attends, ça c'est le deuxième volet. Je répondais à la première question. Pourquoi je soutiens Israël? Mais moi j'ai toujours tendance... Et toi Mais ça va, excuse-moi, tu veux pas sortir là? Mais je vais vous dire pourquoi j'ai épousé un juif. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je veux dire, je suis moi agnostique. Moi je suis chrétienne et dès l'origine de l'enseignement qu'on m'a donné de ma religion, j'y ai pas cru. C'est-à-dire, j'étais là, moi, Marie, Vierge, le truc, le machin, Jésus, bidule, chose. Moi, je voulais bien Jésus, je le trouvais sympa. Il était amusant à dessiner, on faisait des grands trucs. Je trouvais ça cool. Mais honnêtement, j'y croyais pas. Je faisais plaisir à mon papa, j'allais à la messe. Mais franchement, moi, j'y comprenais rien et ça m'intéressait pas. Mais par contre, ce que je trouvais très intéressant et ce qui me parlait, c'était les 10 commandements. Et donc, sans être juive, sans même être pratiquante d'aucune religion, moi j'ai quelque chose qui doit vous ressembler, je pense, c'est que je suis en prise directe, j'ai besoin de personne. C'est-à-dire il y a Dieu, puis il y a les hommes, et puis c'est la bonté, c'est la relation qu'on a par rapport
à des actions qu'on fait pour les autres, et voilà. Et je pense que c'est ça, Dieu, en fait. Donc, voilà, ma réponse là, c'est que sans être juive, je pense que je suis plus proche de ce que vous êtes que de ce que la religion chrétienne est. Mais pour ça, je n'ai pas plus de religion. Moi, j'ai une relation spéciale, je crois en Dieu. Je crois en tous les cas, et les 10 commandements me suffisent. Voilà, moi, comment? Et pourquoi j'aime Israël? Mais parce que moi, avant d'aller en Israël, je voulais pas venir. Hein. Je voulais pas venir. Moi, pour moi, Israël, c'était la guerre. J'allais me prendre une bombe sur la gueule. J'étais pas trop cool. J'avais un peu peur. Alors, ce qui me faisait rire, c'est que mon mari, qui aussi, il a l'air comme ça, mais il voulait pas lui aller dans d'autres pays parce que c'était la guerre. Donc, je me dis, on peut y aller aussi parce que c'est pas plus la guerre finalement. Et je suis arrivée ici et j'ai trouvé un pays fantastique. Des gens ouverts, avec leur caractère, voilà, et ça m'a plu, c'est tout. Je veux dire, j'ai pas, mais j'aime Israël, et puis j'aime la Corse, et puis j'aime la Grèce, j'aime pas forcément tout le temps les Grecs, mais j'aime la Grèce. Voilà, hein. J'aimais bien le 93, ma grand-mère était de l'Essonne, j'aime moins l'Essonne maintenant, mais quand j'étais petite, j'aimais bien l'Essonne. Voilà, et puis je regarde et puis je réagis avec moi-même et je me pose pas la question pourquoi j'aime les choses, je les aime parce que je les aime. Puis voilà, puis je me trouve, je sais pas, je trouve que, moi quand je regarde le peuple juif, je trouve que c'est un peuple qui se défend et qui a le droit de se défendre après tout ce qu'il a subi. Il est temps qu'il se défende d'ailleurs, je trouve qu'il faut à un moment se défendre, mais je trouve quand je vois vos fêtes, pour avoir fréquenté Meir, je veux dire, je ne vois que des gens qui aiment la vie, qui aiment les autres, qui aiment l'amour, et voilà, et je m'y retrouve. Terminer cette soirée en remerciant tous d'être venus. Et je sais qu'il y a encore une question, on va en parler un peu après. J'aimerais juste appeler avec moi Maurice, qui m'aide énormément dans la campagne et qui a amené un cadeau pour Véronique. Elle n'était pas au courant. Pour la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous, pour les Français d'Israël, pour Israël. Donc voilà, c'est ça. Du fromage. C'est sur Jérusalem. Voilà, c'est un livre de photos d'histoire sur Jérusalem. Comme ça, maintenant, quand tu verras sur lequel tu vois. J'ai eu peur. Hein. Là, ça fait peur. C'est vrai. Il y a le temple, il y a le temple. Il y a le temple de Jérusalem. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une toute dernière question là-bas, au fond. Monsieur, vous voulez vous poser une question? Moi, je ne suis pas politologue et je ne suis pas intellectuel. Mais une chose qui me chagrine le plus, c'est que vous êtes 20. Vous êtes 20 à vous présenter. Ah oui. Bon, il y a 4, c'est presque normal. C'est des partis politiques qui nous soutiennent financièrement parlant. Dans l'autre campagne électorale, ils étaient 7. Hein? Ils ont perdu des sous. À l'heure actuelle, dans l'autre campagne électorale, dans la première circonscription, ils sont 11. Bon, ils ont perdu des sous. Pourquoi vous ne vous réunissez pas? Vous en perdrez beaucoup moins. Je vais vous répondre très franchement. Quand j'ai annoncé ma candidature tout au début de la campagne, j'étais certainement le premier à l'annoncer. Et j'ai eu des contacts tout de suite avec l'UDI et avec le Nouveau Centre et avec le Parti libéral-démocrate. Et tout de suite, les choses ont pris. Et en plus, Véronique est venue. Voilà. Très vite, il y a plusieurs autres candidats, qu'on appelle vulgairement des petits candidats, qui sont sans parti, qui sont franco-israéliens. Et il y en a eu toute une ribambelle, il y en a presque une dizaine au final, des gens qui sont dans la campagne parce qu'ils ont 150 amis qui habitent à Netanya ou 60 qui habitent à Ashdod, et qu'ils ont, mais malgré eux, malgré tout ce qu'on peut dire sur eux, ils ont un message à porter. La raison pour laquelle il n'y a pas eu d'union à l'heure actuelle entre tous ces candidats, c'est parce que tous ces candidats ne sont pas forcément, comme vous l'imaginez, d'accord. Vous savez, c'est la blague du juif sur une île déserte, il construit 2 synagogues, une où il va, une où il ne mettra jamais les pieds. Et bien c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il se trouve que parmi tous les candidats franco-israéliens, plus de la moitié, à la dernière élection, ont appelé à voter pour la candidate socialiste. Donc dès lors, moi, je ne peux pas demander aux gens de faire confiance à ces gens-là. Je ne peux pas leur dire, attendez, elle est d'accord avec la politique socialiste, elle est d'accord avec le fait de n'avoir rien fait pour vous, en tant que franco-israélien, de ne pas vous avoir défendu. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est quelque chose qui me... Voilà. Pourquoi, moi, j'ai voulu aller dans cette élection?
parce que j'estime avoir le tempérament et les idées pour aller vous défendre. C'est aussi simple que ça. Il faut avoir du courage pour y aller, il faut avoir du courage pour tout lâcher. On a entendu tout à l'heure les grossièretés qui ont été jetées à mon visage en me comparant à un nazi, en me comparant à je ne sais pas quel menteur. Écoutez, vraiment, il faut passer outre tout ça. Il faut regarder qui a été investi par un parti politique, et qui habite en Israël, et qui a une réelle chance de porter votre voix et de faire modifier les choses. Si vous pensez que quelqu'un qui a 75 ans, qui n'a jamais fait de politique, qui ne travaille pas dans les médias, qui ne connaît pas les dossiers, parce que c'est connaître les dossiers aussi, vous savez, une des choses que m'a appris le ministère israélien des Affaires étrangères, c'est de connaître les dossiers. C'est de pouvoir les étudier, pour les travailler, pour aller proposer des solutions. Et bien, si vous ne connaissez pas tout ça, vous ne pouvez pas faire évoluer les choses. Et un dernier exemple concernant le ministère israélien des Affaires étrangères, je travaillais dans une branche qui s'appelle Machav. C'est une branche qui est très peu connue, c'est encore plus secret que la bombe atomique. C'est la branche de coopération internationale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, en Haïti, au Japon, Israël, et on le sait tous, envoie des secours dans les 24 heures. Les premiers secours qui arrivent sur place sont les secouristes israéliens. Ils construisent des hôpitaux, ils envoient des médecins, il y a les chiens qui vont chercher les gens. La différence entre Machav, où j'ai travaillé, et l'aide internationale française, c'est quelque chose que je connais parfaitement. C'est-à-dire que quand la France veut aider un pays, il donne de l'argent. Et non seulement il donne de l'argent, ce qui permet de la corruption, parce que tout le monde se sait, hein, vous imaginez bien, mais en plus de ça, il n'y a aucune surveillance à ça. C'est-à-dire que quand la France donne 10 millions d'euros à la bande de Gaza, comme ce fut le cas au mois de novembre, il n'y a aucune surveillance, et on sait, on se le dit en tout cas, que sur les 10 millions d'euros qui ont été donnés pour construire une école, eh ben, j'aimerais savoir combien de roquettes ont été tirées sur les habitants d'Ashdod avec cet argent-là. C'est vrai. Et c'est un des points, non mais c'est un des points sur lequel, en tant qu'ancien du ministère des Affaires étrangères, je peux vous dire, parce que je connais ces sujets-là. Donc, unissez-vous derrière un candidat en qui vous croyez, un candidat qui habite près de chez vous, qui a les mêmes problèmes que vous. Mes parents habitent ici, donc je connais parfaitement le problème des retraites. Mes enfants habitent ici, donc je connais parfaitement le problème de l'éducation. En tant que franco-israélien, je connais les problèmes auxquels on fait face. Il suffit juste de concrétiser ça, ce toute petite chose qui peut changer la donne en France, et c'est sur vous, en amenant vos amis et votre famille à aller voter sur Internet à partir du 15 et à Ashdod directement dans vos consulats à partir du 26.